Venez chez moi, j'ai des bouquins formidables. D'accord, je m'habille, je reviens tout de suite. Je vais vous raconter une histoire pas banale. J'allais vous le demander. C'est un bon livre. Très mauvais, quelle importance. Madame, le droit de navigation sur le Yangtze-Kiang vous est formellement reconnu par la Convention du 3 août 1885. Contesteriez-vous la chose? Modeste, donc vraiment intelligent. Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio. Bande de fignons! Contes en noir et nouvelles en rouge de Fabrice de Ferrare. Fabrice de Ferrare, bonjour. Vous êtes reconnu pour votre analyse des fondements et réminiscences juridiques dans les œuvres de science-fiction. Le droit selon Star Trek est sorti en 2015 et le droit saisi par la science-fiction en 2017. Et pour avoir créé une véritable saga futuriste dans laquelle le droit des humanoïdes est au centre des pérégrinations des héros principaux à travers leurs enquêtes. Criminodroïdes, la machine à fabriquer du silence et Androïcide en 2022 et les déshumains en 2023. Quand vous ne partagez pas vos passions avec les lois de Michel Audiard, Liberté, Fraternité, Égalité en 2021, ou la pensée juridique de Sheldon Cooper, ou Comment faire du droit avec The Big Bang Theory en 2019. Aujourd'hui, vous proposez 8 contes et nouvelles sur fond d'histoires criminelles, originales et improbables, à travers le regard de 4 vieux amis. Le premier préside le tribunal de la ville, la deuxième est avocate, le troisième exerce la médecine légale et la quatrième tient les chroniques judiciaires du quotidien local. Un soir, ils se retrouvent au coin du feu dans la maison du juge. Tour à tour, ils nous racontent des histoires survenues au cours de leur carrière ou dans des circonstances personnelles. Des histoires étranges ou tragiques ayant marqué leur vie d'une empreinte impérissable où s'entrecroisent malheur ordinaire et soif de justice. Des histoires où règne cette quête insatiable qui ne les quitte jamais, comprendre le monde. Vous n'imaginez pas le nombre d'affaires de police qui ont été résolues par des corvées de chiottes. Le premier point, c'était quand même de savoir pourquoi l'envie de ce format chronique et nouvelles judiciaires, et surtout comment vous avez choisi ces affaires et ces personnages qui sont tous bien identifiés concernant les personnages et les affaires qui sont toutes différentes et qui apportent un œil singulier pour chaque prisme de la machine judiciaire. Oui, alors, c'est vrai que d'abord, j'ai toujours aimé les nouvelles. Ça, qu'il s'agisse de nouvelles courtes ou de nouvelles longues, c'est un genre que j'ai toujours apprécié. D'ailleurs, dans mes récits de science-fiction, par exemple, une large partie est constituée de nouvelles longues. Donc, non seulement j'aime lire des nouvelles, mais j'aime aussi en écrire. C'est un exercice qui est plus difficile qu'on ne le croit. Et il existe d'ailleurs assez peu de grands nouvellistes. Je pense à Guy de Maupassant, bien sûr, mais également à Charles Bukowski, qui sont chacun à leur manière des maîtres dans cette forme d'expression écrite qui est difficile. Alors, beaucoup plus modestement, j'ai voulu raconter de petites histoires qui ont un fond policier ou judiciaire, mais comme souvent, l'intrigue ou le mystère n'est qu'un prétexte pour parler d'autre chose. Et de ce point de vue, la matière juridique ou la matière judiciaire c'est à la fois un excellent point d'entrée pour une narration, et puis cela donne de la matière première. Donc, et d'ailleurs, je suis pas le premier à le faire. Il existe de très nombreuses œuvres littéraires ou cinématographiques dont le point de départ repose sur un questionnement juridique ou judiciaire. Je sais pas, La Terre d'Émile Zola, ça commence par un acte de donation-partage qui démarre l'intrigue. Ou si vous avez eu également cette célèbre série télévisée suédo-danoise qui s'appelle Bron, ou The Bridge, et qui repose sur le fait qu'un cadavre est découvert et ce cadavre chevauche la frontière suédoise et danoise. Et en fait, la première question était de savoir qui était juridiquement compétent pour enquêter. Toute l'histoire est partie de là. Donc, pour en revenir
à mon livre. Je voulais écrire sur la complexité des relations humaines, parfois sur leur étrangeté, mais également je voulais évoquer la violence de ces relations, et en particulier à l'égard de personnes vulnérables, puisque l'humanité, malheureusement, est encore composée en grande partie de prédateurs. Donc je voulais écrire sur ça, je voulais écrire aussi sur la justice, c'est-à-dire à la fois comme institution, comme système et comme idéal. Et je voulais donc écrire à la fois sur sa grandeur, mais également sur ses faiblesses. Moi, ce qui m'a effectivement interrogé, c'était un peu ce retour du feuilleton du 19e siècle en chronique judiciaire, un peu à la Philippe Charlier, à la Jules Marie. Il y avait presque un peu même du Pierre Bellemare dans la limpidité de l'écriture. Des histoires extraordinaires. Oui, voilà. Et je voulais savoir effectivement comment ça vous est venu et en quoi surtout est-ce que vous estimez que c'est presque un style intemporel qui peut être intéressant pour le public d'aujourd'hui? Alors c'est vrai que j'y avais pas pensé d'ailleurs, mais pourquoi pas. Et c'est vrai que le style du feuilleton du 19e siècle qui paraissait comme ça périodiquement dans l'histoire, dans les journaux, un peu comme ça se faisait aussi avec Eugène Sue. Ouais, dans le ministère de Paris. Donc cette espèce de structure épisodique est intéressante parce que d'abord elle maintient un suspense constant. D'ailleurs les séries télévisées sont avec des arcs narratifs sont construites de la même façon, c'est-à-dire qu'on a un mécanisme de suspense à la fin du récit, ou des cliffhangers, comme on dit, comme pour les épisodes de séries télé. Et c'est un puissant outil narratif qui garde le lecteur en haleine. Et donc c'est un système de narration qui garde absolument toute son actualité. Je vous parlais des séries télé modernes. C'est tout à fait, voilà, à la fin de la saison, il se passe un événement qui va maintenir le téléspectateur jusqu'à la saison suivante. Ça, c'est un premier point qui signe un peu l'intemporalité de ce mode de narration. Ensuite, vous avez des personnages qui forment des archétypes, simplement, qui sont bien définis. Voilà, vous avez le héros courageux, la dame en détresse, le vilain méchant. Voilà, il y a des archétypes comme ça, ce qui permet au lecteur ou à la lectrice de s'identifier plus facilement à ce type de personnage et sans forcément s'embrasser de trop de psychologie. Mais en même temps, on s'y retrouve parce ils vont exprimer des traits et des comportements humains au fond fondamentaux et éternels qui sont propres à la nature humaine. Donc on va retrouver ce type de personnage un peu partout, pas simplement dans la littérature feuilletonesque. Et puis il y a d'autres aspects comme les thématiques qui sont abordées, qui sont souvent universelles. Évidemment, il y a toujours la question de l'amour, ça c'est au cœur de pratiquement tout. Il y a d'autres thèmes comme la lutte pour le pouvoir, la justice, la quête de justice, la trahison. Voilà, ce sont des thèmes intemporels qui spontanément et de manière intuitive parlent absolument à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement éduqué, cultivé pour être sensible à ce type d'œuvre. Vous prenez Les Misérables de Victor Hugo, on va y retrouver tout un tas de thèmes qui vont de l'injustice sociale à la rédemption et qui forment une trame assez classique dans l'itinéraire d'un être humain au sein d'une société organisée. Donc évidemment, on va retrouver dans ce type de livres, surtout si elles ont une connotation judiciaire, on va y retrouver des reflets de préoccupations, de tensions sociales de l'époque. Et donc, bien souvent, même si le récit est ancien, elles se renouvellent, elles se maintiennent dans un monde moderne.
C'est pour ça qu'à mon avis, ce sont des modes d'écriture qui fonctionnent toujours. Surtout que l'écriture est évidemment reprise dans le style des séries. Vous avez choisi comme personnage un magistrat, un avocat, un médecin légal. Une avocate, qui d'ailleurs, j'ai à la fois puisé dans mon imaginaire, mais dans le monde réel, mais l'avocate qui est présente dans ce recueil de nouvelles est inspirée d'une véritable avocate, une personne qui existe vraiment, qui est une amie, qui s'appelle Aurore Boyard, et qui est avocate au barreau de Toulon, et qui m'a beaucoup, qui est elle-même écrivain, et qui m'a beaucoup inspiré pour écrire ce recueil, à tel point d'ailleurs qu'elle s'est reconnue. Et je me suis dit donc que ça fonctionnait. C'est le comble de la notoriété. Oui. Donc là, je disais une avocate, un médecin légal et un journaliste. Donc du coup, vous avez un peu le quatuor magique pour raconter des histoires, oui, et des histoires avec des intrigues. C'est également un quatuor qui permet d'avoir une approche assez interdisciplinaire. Vous mêlez quand même beaucoup d'aspects anthropologiques, historiques, médicaux. Donc pour vous, je pense que ça a été un réel plaisir de mêler tout cela dans les différentes histoires. Oui, parce que d'abord, c'était ça, à partir du moment où on a comme les personnages qui sont des acteurs et des actrices du monde judiciaire, du monde judiciaire et plus précisément du monde pénal judiciaire. Et effectivement, j'ai trouvé intéressant de présenter des histoires sous l'angle différent, sous des angles différents en fonction de la personne qui la raconte. C'est-à-dire qu'une histoire qui est racontée par le juge, elle aurait été évidemment assez différente si je l'avais fait raconter par la femme qui est journaliste et chroniqueuse judiciaire, ou si je l'avais fait raconter par le médecin légiste qui est un des autres personnages, ou par mon avocate qui voilà, l'angle de vue, l'optique en quelque sorte est différente, et donc ça permet de révéler d'autres pans du champ judiciaire et de l'histoire tel que je l'ai imaginé. Et d'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous auriez une des nouvelles à nous décortiquer plus spécifiquement pour nous parler du processus de création romanesque? Oui, alors il y en a, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est vrai que l'une des nouvelles qui m'a le plus mobilisé de ce point de vue-là, ou qui m'a le plus touché, c'est le pique-nique en forêt. Alors, on va pas raconter l'histoire, mais c'est cette nouvelle d'abord elle m'a touché parce que ça se passe, et voilà, les protagonistes principaux au début ce sont des enfants, donc il faut pouvoir être en mesure de raconter l'histoire sous le regard d'un enfant, et c'est une nouvelle qui m'a touché dans la mesure où elle mobilise des sentiments intérieurs assez multiples. D'abord les sentiments du narrateur dans le recueil, dans l'histoire, c'est le médecin légiste, et il y a donc d'abord ces sentiments puisqu'on le suit finalement sur une partie de sa vie, et ensuite il y a les sentiments qui sont imaginés ou qui sont projetés de ceux de cette jeune femme qui est découverte morte dans cette forêt. Et à travers la nouvelle, j'explore à la fois l'itinéraire de ce petit garçon qui deviendra le médecin légiste qui vient à l'époque de la découverte du corps et qui deviendra l'un des personnages du recueil de nouvelles. Et j'explore finalement cette obsession qui très tôt sera la sienne, et cette tentative qui va fondamentalement déterminer tout simplement sa vie professionnelle, peut-être sa vie tout court,
cette tentative pour comprendre les raisons pour lesquelles cette jeune femme est morte et de comprendre le mystère de sa disparition lorsqu'elle est découverte comme ça dans cette forêt. Et donc, cette quête-là, dans la nouvelle, cette quête qui est celle du médecin légiste, c'est bien d'une quête dont il est question, une espèce de recherche de compréhension. Elle va véritablement non seulement décider de sa carrière professionnelle, mais elle va également façonner sa façon de concevoir l'existence sur Terre. À partir finalement d'un banal fait divers, d'une tragédie, je vais pouvoir, via ce personnage qui a un métier en particulier, il vient faire une espèce, proposer en tous les cas, une approche pluridisciplinaire d'une fiction pour lui donner un peu plus j'espère, un petit peu plus d'épaisseur. Voilà. Oui, il y a une véritable odyssée, en fait, intellectuelle ou professionnelle pour chacun des protagonistes. Oui, c'est-à-dire que moi, ce que je trouve intéressant dans une histoire, même courte, que cette histoire soit plus ou moins plaisante, parfois elle est tragique, parfois elle est amusante. Je crois qu'il y a quand même certaines de mes nouvelles qui sont plutôt rigolotes. L'idée, c'est que c'est une recherche pour découvrir ce qui se dissimule, parce que je pense que c'est une des activités que permet la littérature, c'est de découvrir ce qui se dissimule derrière les personnages et leur histoire. Oui, il y a une quête de l'invisible. Là, en vous parlant, je pense à cette phrase qui m'avait frappé quand je l'avais lue, une phrase qu'avait dite Annie Ernaux, au prix Nobel de littérature, dans un livre d'entretien qui s'appelait Le vrai lieu. Et donc je cite de mémoire ce qu'elle écrivait, ce qu'elle disait dans ce livre. Elle dit à propos de la littérature, elle disait, je cite de mémoire, la littérature n'est pas la vie, elle est ou devrait être l'éclaircissement de l'obscurité ou de l'opacité de la vie. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc ce sont des considérations qui m'occupent beaucoup l'esprit quand j'écris. Porte bien. Démenez les flics, vous avez raison. Ce sont des gens qui vont mieux pas fréquenter. C'est pas du monde bien. Seulement quand c'est vous qui serez assassiné, vous serez bien content de venir nous chercher. Il y a une autre considération, parce que je vous avoue que j'ai souri quand j'ai lu La rêverie Android. Ah, oui. Évidemment, vous reformatez un monde où le crime contre un androïde est condamné comme si c'était un humain. Il y a une suite évidemment naturelle avec votre saga Futuri, je dirais, où Androicide, pardon, surtout, et les déshumains, dernièrement. Oui. Pourquoi cette quasi-obsession pour le reconnaître un statut presque humain à nos futurs androïdes qui vont accompagner nos vies? Oui, alors là, c'est vrai que quand j'ai écrit cette nouvelle, en fait, j'écrivais en même temps, je crois que c'était... je pense que j'étais en train d'écrire La machine à fabriquer du silence, qui est le tome 2 de mes chroniques de la Cité-Monde. Et donc, c'est évidemment comme ça, comme la question du statut de ce personnage de femme androïde qui est très très présente dans Android para-humaine, qui est très très présente dans ce cycle de romans dystopiques de science-fiction.
je me suis rendu compte que ça avait un peu contaminé le recueil de nouvelles que j'avais commencé. D'abord parce que je pense que c'est une préoccupation personnelle, mais en réalité, je suis loin d'être le seul. Et à partir d'un questionnement juridique tout simple qui va peu à peu s'imposer, qu'on le veuille ou non, dans notre société, c'est la question du statut juridique de ces machines dès l'instant où elles vont devenir tellement ressemblantes à l'être humain que va s'effacer ce que le scientifique japonais Masahiro Mori appelait la vallée de l'étrange, c'est-à-dire ce sentiment d'étrangeté que l'on éprouve quand on regarde une machine androïde qui ressemble très fortement à un être humain, mais pas tout à fait. Il y a des petites différences dans les mouvements, dans la vélocité, dans l'authenticité, qui fait qu'on croit que cette personne, on ne doute pas qu'elle est une machine. Mais tôt ou tard, ce sentiment va disparaître et on aura face à nous des machines que l'on va confondre avec des êtres humains. Ça viendra plus vite qu'on ne l'imagine. Et la question va se poser de savoir, parce que évidemment, parallèlement, ces machines vont devenir de plus en plus sophistiquées à un point que l'on ne saurait encore imaginer. Et donc, la question va se poser de savoir comment on va les traiter juridiquement. Est-ce que ce seront encore des choses appropriables ou est-ce que il n'y a pas un autre statut qu'on devrait leur donner sans forcément évidemment les copier sur le statut de l'être humain. Et donc ça, ce sont des questionnements qui sont très présents chez moi et donc pour en revenir à des questions purement judiciaires, je l'évoque dans cette nouvelle, mais je l'évoque aussi dans mes romans de science-fiction, c'est que forcément ces machines auront un prédateur naturel qui sera leur propre créateur, c'est-à-dire l'être humain, et il va se poser la question de savoir comment le système judiciaire va réagir quand des violences seront exercées sur ces machines qui ne sont pas humaines, mais qui sont tellement ressemblantes aux humains qu'on va les confondre avec un être humain. Et donc ici, il y a une problématique il y a un problème qui va se poser, auquel je réponds je tente de répondre, bien sûr, dans mes œuvres de fiction. Alors, à chaque tribunal, vous savez bien qu'il y a un juge qui dort. Et bien ici, le juge qui dort, c'est moi. Alors, bonne nuit.